Allez, bonjour à tous, bienvenue dans le QG, le rendez-vous politique de Télé Grenoble. 45 minutes en tête-à-tête avec un élu du territoire dont les décisions peuvent impacter directement notre vie quotidienne. Aujourd'hui, je reçois Yannick Neuder. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Télé Grenoble. Vous êtes président du parti Les Républicains en Isère, conseiller régional et depuis le mois de juin député de la 7e circonscription de l'Isère. On va faire un petit peu de géographie parce que ce n'est pas forcément la circonscription qu'on identifie le plus sur notre département. Voici la carte. Elle englobe notamment certaines belles communes, Roibon, Saint-Étienne-de-Saint-Joire, la Verpillière, la Côte-Saint-André. Pas la Verpillière. Ah, pas la Verpillière. Bourgoin aussi Non. Non. Bon. Non, Vous voulez que je vous les donne? Oui, je veux bien que vous me les donniez parce que j'ai dû Alors, vous êtes parti mélanger. Roibon, Saint-Étienne-de-Saint-Joire, la Côte-Saint-André, Val-de-Virieu, Le Grand-Lens, Saint-Jean-de-Bournay, Roussillon, péage de Roussillon. Il y en a 104, je ne peux pas toutes les énumérer, mais voilà plutôt le périmètre. Aux frontières, on l'a vu, de la Drôme. Vous avez remporté cette circonscription avec près de 60% des voix en juin dernier face au candidat du Rassemblement national, Alexandre Moulin-Comte. C'était un rêve d'enfant de rentrer à l'Assemblée nationale pour vous? Ah non, moi mon rêve d'enfant, je l'ai accompli, c'était d'être médecin. J'ai toujours raconté l'anecdote, j'étais un fan de Médecins de nuit à l'époque, dans la petite série avec la Renault 5, je trouvais, voilà, plus d'avoir bien connu mon médecin de famille qui représentait ces médecins de campagne, qui consultaient chez eux, qu'on appelait nuit et jour. Donc voilà, donc moi mon rêve ça a été de faire médecine et quelque part l'intérêt de la chose publique, oui, je l'ai toujours eu. Et là, je trouve que c'est bien parce que ça me permet de concilier bien mon expérience de médecin que j'ai encore, que j'ai moins, mais que j'ai toujours, et puis pouvoir influencer dans les politiques publiques qu'on a à débattre à l'Assemblée nationale. Alors vous êtes cardiologue, chef de service au CHU de Grenoble, c'est une grosse responsabilité. Je vous avais déjà posé la question l'an dernier, mais vous n'étiez pas encore député. Comment vous arrivez à tout concilier? Alors, c'est des réductions de temps. Malheureusement, quand le temps ne fait que 24 heures pour tout le monde. Donc, naturellement, je me suis conformé au non-cumul de mandat. Donc, je ne suis plus vice-président de la région. Ce qui libère du temps parce qu'un exécutif régional prend du temps. Je ne suis plus président de la communauté de communes Bièvre-Isère. Plus de 50 communes, c'est aussi du temps libéré. Et puis, je suis à temps partiel à l'hôpital avec un 20%. J'aimerais faire plus, mais après, c'est une question de temps. Donc, c'est 20% à l'hôpital et le reste du temps aller aux fonctions électives. Alors, même si ce n'était pas un rêve d'enfant, j'imagine qu'il y a un petit peu d'émotion quand on rentre pour la première fois dans l'hémicycle en tant que député. Comment ça s'est passé pour vous? Ça s'est passé, je dirais, ça s'enchaîne très vite parce que les choses vont très vite. C'est peut-être ça que j'ai retenu suite à l'élection, c'est que en fait, vous êtes élu le dimanche et dès le mardi matin, le lundi, vous remettez un petit peu et puis le mardi, vous êtes pris dans le bain tout de suite, vous montez à Paris et vous récupérez votre kit de jeune député et puis vous partez parce que les sessions vont arriver. Donc on n'a pas le temps en fait de trop réaliser, moi je trouve. L'été est très court, il n'y a pas tellement de pause estivale parce que quand c'est une circonscription qui bascule comme la mienne, avec un changement politique, pas de député antérieur de la même famille où il peut y avoir une transmission, des attachés parlementaires, des permanences parlementaires, vous avez tout à créer, donc vous avez toute votre circonscription à organiser, un peu petite PME, à mettre en place une équipe, trouver un local, embaucher des attachés parlementaires, mettre une ligne téléphonique, enfin tout ce qui est le quotidien, et puis de commencer à s'intéresser sur le national pour commencer à regarder quel va être l'agenda et sur quel texte vous souhaitez vous positionner. Donc dès l'été, j'avais vu effectivement que le projet de loi de finances de la sécurité sociale, qui est le projet de loi de finances de la santé en France, allait m'intéresser. On vous voit là, je crois que c'est votre première intervention au perchoir au début de la rentrée. S'exprimer comme ça pour la première fois devant la représentation nationale, c'est un moment important. Oui, alors après, vous êtes vraiment concentré sur vos éléments. Là, je suis en train d'expliquer, je vais vous le redire, qu'en fait, on est en train de voter un PLFSS, un projet de loi de finances de la sécurité sociale qui est insincère. La première fois depuis 25 ans, qui est en dessous de l'inflation.
Et quelque part, vous vous dites, j'espère qu'ils vont l'entendre, sinon ça va être très difficile dans les hôpitaux, dans les EHPAD et pour la médecine de ville. Alors, on va y venir à ce sujet, on va parler beaucoup santé dans cette émission. Vous siégez dans le groupe LR, qui est un petit groupe aujourd'hui par rapport à ce qu'il a pu être par le passé, 60 députés, vous êtes le seul... 62 députés, le seul en tout cas député LR en Isère, mais il n'y en avait pas lors de la précédente législature. Comment... Justement, va se positionner ce groupe par rapport au gouvernement. Certains ont été très clairs dans le positionnement à l'Assemblée. Pour LR, on a encore un peu de mal à avoir la stratégie. Non, on ne veut pas entendre ce que LR dit. C'est-à-dire qu'on est un groupe pivot, on n'est absolument pas une béquille du gouvernement. La solution est très claire, c'est que si on était la béquille du gouvernement, il n'y aurait pas de 49.3. Et c'est ça qu'il faut avoir juste compris. C'est que si on était la béquille du gouvernement, c'est-à-dire qu'on voterait le projet de loi de finances, on voterait le PLFSS, il n'y aurait pas de 49.3. Donc nous sommes clairement dans l'opposition. Nous ne voterons pas ces textes parce qu'ils ne sont pas dans l'intérêt des Français. C'est clair et net. Par contre, on ne votera pas les motions de censure, comme le font la France Insoumise, le Rassemblement National, se votant d'ailleurs mutuellement les motions de censure, parce que ça aboutirait à un changement de Premier ministre. Et si on écoute quelque part la volonté finalement de la population, ça serait de changer de président de la République. Mais je le redis, Emmanuel Macron a été élu pour 5 ans. Qu'on soit d'accord ou pas, c'est comme ça. Et voter une motion de censure, renverser le gouvernement, aboutirait à un changement de Premier ministre. Je doute qu'Emmanuel Macron choisisse Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon. Donc ça ne changerait pas grand-chose. Disons que dans l'instant immédiat, on fait tomber le gouvernement d'Elisabeth Borne, mais je ne sais pas si au final ça augmente le pouvoir d'achat des Français, ça permet de payer l'électricité moins cher et de trouver plus facilement un médecin. Alors, à la rentrée, dans un de vos communiqués, vous expliquez quand même que votre groupe n'aura pas la main qui tremble s'agissant du dépôt d'une motion de censure. Exactement. Ça veut dire que vous aussi, vous pourriez utiliser cet outil ? En tout cas, c'est quelque chose qui est dans le champ du possible. Nous avons un groupe qui reste un parti de gouvernement, qui reste en responsabilité. Donc nous, notre droiture politique, c'est justement d'être en responsabilité, de ne pas céder à la démagogie, de ne pas faire tout ce qui pourrait être finalement populiste et qui pourrait faire du buzz. On s'inscrit dans le long terme. Actuellement, en plus, on est en pleine élection en interne du parti, donc on aura peut-être l'occasion de l'évoquer. Donc le calendrier n'est pas celui-ci, mais c'est vrai qu'il va y avoir des textes importants sur les retraites, sur la sécurité, sur l'énergie, sur des sujets sociétaux comme la fin de vie, et que le gouvernement aura utilisé ces cartouches de 49.3. Donc si sur des sujets qui sont quand même fondamentaux, on ne s'y retrouvait pas, peut-être que ça sera le terrain à une motion de censure, mais nous porterions une responsabilité importante puisque je pense qu'elle pourrait être votée et du coup, ça inclurait effectivement un changement de gouvernement et des élections législatives puisque le président de la République a dit qu'il ferait une dissolution et je crois que ce qu'il faut surtout, c'est que les élus n'aient pas peur de retourner aux urnes. Après, il faut faire attention, les gens veulent du pouvoir d'achat, veulent de la santé, veulent de l'énergie moins chère, ils ne veulent pas des nouvelles élections. Une élection législative, ça coûte 300 millions d'euros en France. Donc, il faut faire attention de pas céder au populisme et de raison garder. On est pour un mandat de 5 ans. On est là depuis 6 mois. Donc, voyons comment va se dérouler l'année 2023. Vous pensez que 5 ans comme ça sur une législature où il n'y a pas de majorité absolue, c'est viable Ça n'a jamais été. Peut-être pas assez de recul. Cet exemple-là en France. J'ai pas assez de recul. J'avouerais que ça paraît quand même compliqué. On va voir parce que en fait. On nous dit qu'on veut co-construire des propositions avec les différentes oppositions parce que quelque part, n'oublions pas que ce Parlement, finalement, traduit la volonté des Français de ne pouvoir justement avoir différentes tendances politiques dans ce Parlement et on ne voit aucune volonté de co-construction puisque pendant que le président de la République, lors du dernier 49.3 qui intéressait particulièrement les textes que je conduisais, avait une émission télé où il expliquait qu'il co-construisait et en même temps, Madame Borne arrivait à l'Assemblée nationale pour finalement dégainer le 49.3 sur un amendement que nous avions porté et qui avait été voté, qui était effectivement de revaloriser les dépenses de santé au coût de l'inflation pour justement ne pas entraîner la majoration des déserts médicaux, la majoration des pénuries dans l'hôpital et d'avoir une juste politique vis-à-vis des établissements de santé, notamment des EHPAD.
Alors, vous êtes un spécialiste des questions de santé, notamment par rapport à votre parcours professionnel, médecin, cardiologue à Grenoble. Vous siégez dans quelle commission d'ailleurs à l'Assemblée Les affaires nationale ? sociales. Bon, bah voilà, tout est cohérent. Tout est cohérent. Je suis à la Haute Autorité de Santé également. Bon. Et effectivement, les députés ont débattu ces dernières semaines du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Il y a quand même des orientations que vous validez sur ce dossier ou tout est à rejeter ? Tout n'est jamais blanc, tout n'est jamais noir, mais il y a beaucoup plus d'arguments qui nous le font rejeter que d'arguments qui nous le font adopter. Et sur notamment un sujet très clair qui est le volume budgétaire, on a, c'est très technique, hein, donc on a un objectif national des dépenses d'assurance maladie qui est insincère, qui est autour de 4%, avec une inflation à 6%, et on a le sentiment que globalement tout ce qui a été donné, notamment dans le cadre du Ségur de la santé, qui sur les années 2020, 2021, 2022, l'État a été généreux, peut s'estimer. Effectivement, il y a eu des mesures de fait qu'on peut chiffrer globalement à 12 milliards. Et curieusement, cette non-indexation de ces dépenses de santé pour 2023 au coût de l'inflation, on retrouve finalement ces 12 milliards. Donc, on a eu beaucoup de communication sur la crise sanitaire pendant le précédent quinquennat, avec effectivement des mesures affichées qui, quelque part, on a l'impression qu'on paye maintenant sur le projet de loi de finances 2023. Pour les hôpitaux, il y a la non-poursuite, effectivement, du complément de financement. On va revenir à la sacro-sainte T2A. Et malheureusement, donc, tarification à l'acte. Et sans rentrer dans des détails trop techniques, ce qu'on manque surtout, c'est qu'on voit que le manque de sens, la quête de sens que les professionnels de santé, médicaux, paramédicaux, du sanitaire et social cherchent avec l'attractivité, eh ben en fait, n'a pas été résolu. Et je pense que moi je suis très inquiet pour l'avenir, pour le secteur de la santé et du médico-social dans notre pays en France. Alors, à plus court terme, vous avez interpellé plusieurs fois le gouvernement pour qu'il apporte une réponse plus forte face à l'épidémie de bronchiolite qui est en train de sévir un petit peu partout sur le territoire, également chez nous en Isère. Est-ce que la réponse était satisfaisante ? Ils ont mis des moyens supplémentaires pas du tout, pour les services pédiatriques ? Une réponse scandaleuse, hein, je pèse mes mots, de la ministre qui globalement me dit que tout va très bien et qu'aucun enfant n'est en danger. C'est complètement faux. On a des exemples tous les jours qui nous remontent par les sociétés françaises de pédiatrie, les sociétés savantes, par les organisations syndicales, médicales, paramédicales, où globalement, en fait, il y a un plan d'annonce de 150 millions, puis ensuite de 400 millions, qu'on ne trouve d'ailleurs même pas budgété dans le projet de loi qu'on nous soumet actuellement. Donc je ne sais pas, cet argent magique, d'où est-ce qu'il arrive. Et le temps qu'il arrive dans les services, le compte n'y est pas. On nous propose des assises de la santé et de la pédiatrie à Pâques. Mais c'est malheureusement se ficher de la figure du monde. Les problèmes de bronchiolite, je vois des images en ce moment qui passent. Il est maintenant, on a besoin de places en réanimation pour des enfants, pour des bébés qui viennent de naître. Et on nous propose des assises au printemps. Et surtout, ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu des rapports. Ce n'est pas le premier épisode de bronchiolite. Chaque année, il y a des bronchiolites, hein, qui est une inflammation des bronchioles chez le nourrisson qui peut être due à différents virus qu'on n'est pas obligé d'identifier. D'ailleurs, il peut avoir du Covid dedans. C'est une réaction inflammatoire au niveau des bronches. Chaque année, cet épisode arrive. Et en fait, il y a eu des rapports de l'Inspection générale de la santé, de l'IGAS, en 2019, en 2021, qui donnaient des feuilles très claires, des mesures à prendre pour renforcer l'attractivité, revaloriser le salaire des soignants dans ces filières, et rien n'a été fait. Actuellement, on se gargarise d'1,79 € de l'heure brute de plus pour un professionnel de santé la nuit. Je ne pense pas que c'est avec ces mesurettes qu'on va pouvoir renforcer l'attractivité. Et nos hôpitaux, puisqu'on parle plutôt là d'épisodes hôpitaux, ne peuvent pas recruter, être attractifs avec ces niveaux salariales plus bas. Et c'est le même problème en ville, où on a une consultation médicale à 25 € qui est moins chère qu'une n'importe quelle coupe de chez le coiffeur ou autre. Donc on a un vrai problème. Il y a des études qui ont montré qu'il y a quelques années,
quand on était en francs, alors il y a quelques téléspectateurs qui s'en rappellent encore, on payait 8 francs la coupe chez le coiffeur et 16 francs la consultation chez le docteur. Maintenant, c'est 25 € chez le docteur. Je vous laisse voir combien vous payez chez le coiffeur. Pour revenir sur l'épidémie de bronchiolite, donc printemps, c'est trop tard. Qu'est-ce qu'il faudrait faire là, rapidement, pour essayer d'améliorer les choses? Il y a des outils, il y a des choses qui peuvent être faites. Le problème, c'est que là, rapidement, on est dans le dur parce que naturellement que quand les enfants, déjà, il y a quelque chose qu'il faut dire. S'il y a quelque part du tri qui est fait, alors du tri, c'est pas je vais vivre, je vais pas vivre. C'est simplement qu'on retarde des admissions. Parce que faute de place, revenez plus tard, quand vous serez dégradé, on ne vous prend pas tout de suite. Donc ça, c'est quand même très inquiétant. On sort de réanimation des enfants plus rapidement. Et puis ce qui est beaucoup plus grave, c'est que faute de moyens, on déprogramme des soins qui sont programmés. Alors en fonction des soins programmés, ça a moins d'impact. Quand c'est quelque chose, par exemple du locomoteur, c'est moins important. Je prends sur les soins adultes, de se faire mettre une prothèse de hanche avec 1 mois ou 2 de décalage, c'est moins vital. Mais dans certains autres secteurs, notamment tout ce qui est la cancérologie, la chimiothérapie qui peut être décalée, les interventions cardiaques, eh bien là, il y a une vraie perte de chance et on commence à voir des papiers, notamment qui sont issus de patients. Il y a Axel Kahn qui avait commencé à le mesurer. C'est tous ces impacts qui sont dus au Covid, de la déprogrammation pendant la période sanitaire, mais surtout aussi au manque de soignants, parce qu'on a beaucoup de fermetures de lits. Il faut bien voir l'évolution. Moi, je l'ai vu en 20 ans à l'hôpital. On fermait des lits à un moment. On avait du personnel, mais on fermait des lits pour limiter budgétairement les choses. Maintenant, on a des lits fermés parce qu'il manque du personnel. Donc, quand on décide de le rouvrir, on peut bien prendre la décision de rouvrir. Si vous avez personne pour vous occuper des patients, vous avez personne. Donc, ce que j'ai peur, c'est que cette bronchiolite, malheureusement, il y aura des pertes de chance et surtout, ça va instaurer de la déprogrammation qui ne va pas se mesurer immédiatement. Mais quand vous retardez de la prise en charge de cancérologie, notamment chez l'enfant, eh bien, vous exposez ces enfants à plus de risques de métastases et on ne m'expliquera pas que ça va leur améliorer les conditions de vie. Vous l'avez dit, vous êtes inquiet pour l'avenir de l'hôpital public, les services d'urgence notamment, qui sont en grève assez régulièrement pour tirer les sonnettes d'alarme. On a l'impression que les politiques ne les entendent pas. C'est un peu le constat et quelque part, on l'a encore redit, c'est encore pas du tout entendu avec cet objectif national des dépenses d'assurance maladie. Et ce n'est pas que nous qui le disons. La Haute Autorité de Santé a fait une lettre blanche en avril-mai 2022 que je vous invite à relire. Nous avons auditionné la Cour des comptes qui dit clairement que globalement, il manque 1,2 milliard sur l'enveloppe en gros des hôpitaux, qu'il manque 400 millions d'euros sur le médico-social et 400 millions d'euros sur le handicap. Sur le médico-social, il ne faut pas prendre non plus en otage les départements puisque c'est des politiques départementales. On en parle souvent avec Jean-Pierre Barbier, le président du département. Et il ne faut pas non plus aussi envisager des revalorisations qui sont ensuite payées par les collectivités locales parce qu'on transfère le problème. Je crois que nos professionnels de santé ont surtout besoin d'être formés. Je pense que le problème initial, il passe par là. On a besoin de davantage former de professionnels de santé. Le numerus clausus pour la formation médicale n'a pas du tout été abandonné. C'est un effet de communication. Mais les étudiants maintenant sont dans 2 secteurs. Dans le secteur qui mène traditionnellement aux études de médecine, vous n'avez plus le droit de redoubler la première année. Et on a nos étudiants qui sont obligés de partir à l'étranger quand ils ont envie de vraiment faire médecine puisqu'ils ne peuvent plus redoubler en France. Et on voit des pays comme la Roumanie, l'Espagne, la Belgique qui offrent des formations en français pour nos étudiants qui vont faire médecine à l'étranger, ce qui pose des problèmes d'ailleurs de leur retour. Et en même temps, sans jeu de mots, on embauche ou on court après des médecins étrangers, où on accélère, on fait toutes les démarches pour accélérer les PADU pour la reconnaissance de leur examen. Donc je pense qu'on a vraiment un système qui est à bout de souffle et il faut vraiment reprendre la formation et la quête de sens dans nos hôpitaux, comme en médecine libérale. Parce qu'à force de taper, là on voit bien le dernier exemple, c'est qu'on tape sur les médecins biologistes en leur disant vous avez trop gagné pendant le Covid, rendez l'argent, mais on a quand même été tous très heureux d'avoir les biologistes qui ont fait tout ce qu'on leur a demandé de faire. Et quand là, les 250 millions qui sont proposés de réduire, en fait, ça va encore aggraver le désert médical sur les territoires, puisque c'est les petits laboratoires, c'est pas péjoratif, mais avec faible activité dans des zones sous-denses.
En population, vous ne pouvez pas faire plus de biologie que dans des métropoles et on va se retrouver avec ces difficultés. On a estimé à 400 laboratoires de biologie de proximité qui vont se retrouver en difficulté, qui peuvent fermer demain. Et quand vous avez déjà des situations très précaires, une maison médicale, un centre de radiologie, une biologie, pour moi, c'est les 3 fondamentaux qui évitent d'avoir recours immédiatement à l'hôpital. Si on commence à enlever le laboratoire, eh ben, on est obligé à un moment pour une prise de sang, pour tout ça, d'aller participer à l'engorgement des urgences. Parce que la solution des urgences, c'est que malheureusement, il faut qu'il y ait une meilleure organisation, une meilleure participation de la médecine de ville, parce qu'on ne peut pas envoyer toutes les difficultés aux heures non ouvrables de la prise en charge sanitaire. Vous jetez un peu la pierre aux médecins non, privés. je ne veux surtout pas opposer les choses, mais je pense que, par exemple... peut-être pas assez aujourd'hui. Non, mais je pense que quand on dit cet été... Tout va très bien, on fait une mission flash et il faut faire le 15 avant d'aller aux urgences. Attention à ce qu'on est en train de dire, parce que peut-être que ça a eu des effets et que ça a peut-être limité un peu la venue. Mais par contre, moi, ce que j'ai vu comme effet, c'est qu'il y a des gens qui faisaient des infarctus, qui ont fait le 15, qui ont attendu 4 heures avant une prise en charge. Ils ont été pris en charge, mais avec pas les mêmes séquelles. Donc, attention à toutes ces mesures. Moi, je pense que une des raisons aussi pour lesquelles nous ne voterons pas ce projet de loi de finances de la sécurité sociale, c'est que justement ce gouvernement, du fait de l'absence de réponse concrète, n'a eu de cesse d'opposer les branches. On a opposé la branche vieillesse, et notamment sur les retraites, puisqu'on a osé quand même proposer de faire la réforme des retraites sous forme d'un amendement, donc ce n'est pas entendable. Le Sénat le fait chaque année. Nous avons retiré du texte de loi cette façon de faire, parce que nous ne sommes pas favorables sur des sujets aussi importants qui sont sociétaux, de pouvoir passer ça sous forme d'amendement. On ne peut ne pas être d'accord sur ces questions de retraite, d'âge de retraite, mais il faut qu'on en débatte. Et d'opposer aussi la branche famille. On retire 2 milliards à la branche famille pour compenser le déficit de l'assurance maladie. Et il n'y a pas de financement sur la branche autonomie et il n'y a pas de loi grand âge. Donc, c'est un PLFSS, c'est un projet de loi mal ficelé, en deçà des objectifs de 2023 en termes de santé publique, et qui divise ces différentes branches, qui les oppose pour éviter, effectivement, sur un malentendu, de pouvoir trouver une majorité. Mais ça ne passera pas. Alors, pénurie de médecins, on a vu que les solutions s'inscrivent plutôt dans la durée. Là, à court terme, est-ce que vous seriez par exemple favorable à la réintégration des personnels qui n'ont pas été vaccinés, qui refusent de se faire vacciner du Covid ? Alors, il faut faire attention sur ces sujets-là parce qu'ils sont extrêmement importants. Moi, je suis pro-vaccination. Et je suis tout à fait favorable aux mesures qui ont été prises en 2020, en pleine épidémie, avec une population qui n'était encore pas vaccinée puisque nous n'avions pas de vaccin. Maintenant, on a à peu près 95% de la population qui est vaccinée. Alors, en fonction du nombre de doses, 1 dose, 2 doses, 3 doses pour les patients qui le nécessitent, voire même 4 doses pour certains. Mais on est dans une absurdité totale puisque, et ça, il faut oser le dénoncer, actuellement, nous avons une telle pénurie de soignants, que ce soit dans les EHPAD, que ce soit dans les hôpitaux, dans les cliniques, qu'un personnel soignant, qu'il soit infirmier, aide-soignant, qui a le Covid avec peu de symptômes, mais qui est vacciné, mais qui a le Covid, est autorisé à venir travailler, alors que le même patient, la même infirmière, la même aide-soignante qui n'a pas le Covid mais qui n'est pas vacciné n'a pas le droit de venir travailler. Donc moi je pose la question très clairement. Préférez-vous être soigné à avoir des soins à l'hôpital par un personnel qui a le Covid ou qui n'a pas le Covid ? Et où est-ce qu'on prend le moins de risques ? Moi, la réponse, je la connais. Il vaut mieux être pris en charge par quelqu'un qui n'a pas le Covid. Surtout que ce statut vaccinal, c'est un leurre. Nous sommes à la traîne de tous les pays européens. Tous les pays européens, récemment encore l'Italie, mais bien avant nous et bien plus proche de nous, la Suisse, a autorisé la réintégration des personnels soignants parce que globalement, tout le monde, peu ou prou, a contracté le Covid. Tout le monde a fait ses anticorps contre le Covid. Et alors à ce moment-là, si on voulait vraiment faire ça, il faudrait faire une prise de sang à tout le monde pour savoir qui a des anticorps. Et c'est ceux qui ont des anticorps qui peuvent aller travailler, ceux qui n'en ont pas. On tombe dans une absurdité totale. Je pense qu'il faut être pragmatique. Nous manquons de soignants. Alors sur des volumes importants de soignants comme à l'hôpital, effectivement, c'est pas ce qui va changer la prise en charge totale, c'est pas ce qui va régler le problème des urgences, qui va régler le problème de pédiatrie, mais j'attire quand même votre attention sur quand
il y a des structures, notamment plus petites, médico-sociales ou des EHPAD, où le seul personnel parfois diplômé, tellement il y a de faisant fonction, tellement il y a manque de pénurie, est un infirmier ou une infirmière de coordination et qu'on lui interdit de pouvoir travailler, et ben en fait, on perd toute coordination médicale, paramédicale dans ces établissements. Donc il faut, je crois, raison garder, permettre le retour de ces personnels, comme pour les pompiers. Je m'étais opposé aussi, ça avait été l'objet de ma première question au gouvernement. Nous étions, la France brûlait, nous étions en plein incendie et on interdisait aux pompiers non vaccinés, qui représentaient un volume de 5000 à l'époque, de pouvoir venir participer à l'extinction des incendies. Je pense qu'il y a une insincérité, une absence de prise de volonté politique, parce qu'en fait, on se retranche beaucoup vers la haute autorité de santé. Hein, on m'a parlé de ça pendant 48 heures. J'ai redit l'avis de la Haute Autorité de Santé que je partage. La Haute Autorité de Santé est pour la vaccination. Mais moi, je suis pour la vaccination des soignants. Mais la Haute Autorité de Santé ne se prononce pas sur leur réintégration, puisque la réintégration des soignants est une décision politique. Donc, nous avons un gouvernement qui s'abrite derrière des décisions de sociétés savantes, la Haute Autorité de Santé, pour ne pas se mouiller et pour pas assumer un choix politique. Sinon, ça voudrait dire que les autorités sanitaires, les hautes autorités de santé, il y en a dans chacune des pays, auraient des avis divergents. Toutes les autorités de santé, Genève, l'Allemagne, peu importe, sont toutes pour la vaccination. Au pays de Pasteur, je pense qu'il n'est pas entendable qu'on revienne sur la vaccination. Par contre, qu'on interdise les personnels non vaccinés, ça, c'est un choix politique. Et je crois qu'on habille l'absence de courage politique par des décisions scientifiques. Et ça, c'est pas bon. Alors, une dernière question pour clore ce volet santé par rapport à cette pénurie de médecins que vous évoquez, que tout le monde constate. Elle est encore plus forte dans les territoires ruraux. Et vous en savez quelque chose sur votre circonscription, ce qu'on appelle les déserts médicaux. Alors, il y a eu de l'incitation, ça ne fonctionne pas. Et certains députés demandent justement à ce qu'il y ait des mesures plus fermes de coercition pour obliger, clairement, les médecins à s'installer dans des déserts médicaux, en tout cas dans des endroits où ils sont en manque. Est-ce que vous êtes également sur cette ligne-là ? Je crois qu'il faut... Là aussi, il faut prendre son temps et bien analyser. J'étais encore ce matin en réunion, en visio, avec les représentants des internes qui m'expliquaient, eux, les freins à l'installation. Donc, je pense qu'il y a besoin, et d'ailleurs, c'est ce que je demanderai rapidement, une mission flash pour, et surtout, examiner les freins à l'installation. Moi, ce que j'ai très peur, si vous voulez, c'est que si on fait trop de coercition, qui globalement revient à ne pas autoriser le conventionnement de ces médecins-là, eh bien je pense qu'il y a une telle pénurie, puisque 87% du territoire national est en pénurie de médecins, en déficit, hein, ça correspond à 5,8 millions de personnes. Alors il y a à peu près 3 millions qui n'ont pas de médecin parce qu'ils n'en trouvent pas, et puis 3 millions qui globalement n'ont pas de médecin mais se sentent pas malades et n'en cherchent pas non plus. Donc, mais globalement, nous avons 6 millions de Français sans médecin traitant. Attention à la coercition, attention à la fausse bonne idée, parce qu'il y a des postes vacants partout, dans les hôpitaux, en médecine du travail, dans les différents organismes. Et je crois qu'on risquerait d'avoir en fait un effet inverse, c'est-à-dire que je ne suis pas sûr que ça déclenche une installation dans un territoire. Par contre, des gens s'installeront, des médecins s'installeront où ils voudront, se déconventionneront. Et là, on aboutira à quelque chose qui me semble très préjudiciable pour l'équité de notre pays. C'est une médecine à deux vitesses. Ceux qui peuvent finalement aller chez le médecin sans remboursement se le payer, et ceux qui malheureusement n'auront pas les moyens. Et je pense qu'on a un système de santé qu'il faut protéger de ces défiances, où quel que soit en fait... l'état financier du patient, eh ben, il est traité de façon équitable. Ça traduit quand même mes 25 ans d'engagement dans le service hospitalier public. Bon, et puis là, on voit quelques images de ce qu'on appelle des maisons de santé, où les médecins se regroupent ensemble sur des territoires ruraux ou pas d'ailleurs. Oui, qui correspond à une nouvelle mode aussi d'exercice qui est bien compréhensible. Les 35 heures sont passées par là, la féminisation de la profession, le pouvoir travailler de façon transdisciplinaire, ça, il faut savoir l'entendre. Et je pense que ces maisons médicales sont une excellente chose. C'est pour ça qu'au niveau régional, nous en avons financé beaucoup et nous continuons à en financer beaucoup, avec justement un peu de biologie
oncologie, un peu de radiologie, on règle 80% des territoires sans aller embouteiller les urgences de l'hôpital. Allez, on passe à un volet plus politique. Vous l'avez dit, votre parti est concerné par une élection dans quelques jours, celle de nouveau président chez les Républicains. Vous êtes le président du parti en Isère. Vous avez d'ailleurs reçu ces dernières semaines tous les candidats, les trois, Éric Ciotti, Bruno Retailleau et Aurélien Pradié, qui sont trois collègues parlementaires, même si Bruno Retailleau, lui, est au Sénat. Trois candidats quand même très à droite sur le positionnement électoral de... Deux. Bruno Retailleau, vous le mettez un peu plus... Non, Aurélien Pradié. Ah oui, Aurélien Pradié. Jean-Luc Moudin, le maire de Toulouse, a d'ailleurs quitté votre parti en dénonçant ces derniers jours la droitisation. Vous partagez son analyse ? Non, je crois que... la situation, il faut être lucide. On a fait 4,8% à la présidentielle. Après, voilà, on est à la croisée des chemins. Je pense que il faut essayer de voir ce qui peut se passer dans les 2 ans et surtout dans les 4 ans avec cette prochaine présidentielle. Il faut rester concentré. Je pense que justement, il faut savoir tenir. Et ça, c'est important. Et tenir, pour pouvoir tenir, il faut maintenir un cap. Maintenir un cap, c'est pas de céder à toutes les mesures populistes, à voter n'importe quelle motion de censure et compagnie. Nous, on a des positions très claires sur du sujet régalien, sur l'immigration, sur la sécurité. Mais on nous caricature sur ces sujets-là. Mais on sait parler de santé, on sait parler d'environnement, on sait parler de social. Donc, on a une ligne politique. Maintenant, il faut trouver qui va l'incarner au mieux. Moi, mon positionnement politique, vous le savez, et j'en suis son vice-président depuis 7 ans, je pense que Laurent Wauquiez a la capacité, la colonne vertébrale, l'architecture de pouvoir incarner ces visions de 2027, puisque n'oublions pas que Emmanuel Macron n'aura pas la possibilité de se représenter et que je pense qu'on va avoir malheureusement ou heureusement, chacun appréciera, mais une déliquescence de la Macronie, puisque en fait c'est incarner un homme, il n'y a aucun ancrage local et que globalement, après les européennes qui vont arriver en 2024, je pense que ça va être finalement un parti qui va partir en lambeaux et je pense que les difficultés que vous évoquiez tout à l'heure à l'Assemblée nationale ne vont faire que croître parce que je sens qu'au sein de la grande famille de la Macronie, avec le MoDem, avec Horizon, eh bien chacun va vouloir se réaffirmer puisqu'il va avoir des conditions, des velléités, des appétits. Sur notre positionnement interne, moi je soutiens Éric Ciotti, je m'en suis pas caché, c'est pas pour autant que je n'ai pas accueilli Aurélien Pradié et le président du Sénat, Bruno Retailleau, président du groupe du Sénat, parce que c'est ça aussi la démocratie d'un parti. Moi, je suis quelque part content de cette élection interne. On est quand même un parti qui a plus de 90 000 adhérents à jour qui vont pouvoir bouger. Alors, on n'est pas dans des phases où on a connu plus, mais je pense qu'on est quand même, on reste le premier parti de France en termes de carte. Après, tout ça n'a pas tellement... de signification. Je pense que ça a été l'occasion de les recevoir tous les trois, de pouvoir réunir les militants, de pouvoir débattre, de pouvoir comparer nos idées, mais surtout de rester unis. Et l'idée, c'est de ne pas se fracturer le soir du 2e tour pour qu'on ait un parti politique qui doit accompagner son candidat, mais on voit aussi que sur les enjeux de 2027, il faut dépasser le clivage politique. On ne peut pas se cantonner à l'électorat traditionnel. Il faut naturellement avoir notre électorat traditionnel qui nous a accompagnés, mais j'ai moi-même gagné dans ma circonscription en élargissant ma base sur les valeurs que je porte, sur le choix du candidat. Voilà, on a un capital aussi chacun à emmener les gens dans des élections, avoir une vision, un programme. Donc il faut que le parti, et je pense qu'Éric Ciotti sera quelque part finalement le plus rassembleur de tous les candidats, puisque dans l'échiquier, je jugerais finalement qu'il est un peu au milieu entre les positions plus droitières de Bruno Retailleau et plus à gauche d'Aurélien Pradié. Et dans les deux cas, je trouve qu'on s'enrichit aussi de leurs idées. Ça montre qu'on n'est pas un parti muselé, qu'on n'a pas la même vision totalement sur tous les sujets et que c'est aussi ça qui fait notre force et c'est aussi en comptant, en élargissant le cercle que l'on pourra avoir une solution
crédible en 2027, parce qu'il ne s'agit pas de vouloir être absolument candidat. Il faut avoir faut tenir, il faut maintenir et puis il faut transformer l'essai avec un programme, avec un candidat et surtout une vision pour sortir le pays dans une difficulté qui est actuellement majeure. Bon, Éric Ciotti qui est donc le centriste de LR, je ne l'avais pas positionné comme ça, mais... Vous voyez comme quoi vous avez bien fait de m'inviter. C'est le but aussi de ces échanges. En tout cas, il a clairement annoncé la couleur. Éric Ciotti, s'il était élu, ce serait Laurent Wauquiez qui serait le candidat à l'élection présidentielle et j'imagine que votre soutien... Alors, il dit surtout, si je peux me permettre, je pense que nous, ce qu'on a pris conscience de tout ça, et je pense que en gros, il dit qu'il n'y aurait pas de primaire. Voilà, c'est surtout ça, je pense, l'objectif. Pour pas qu'il y ait de primaire, il faut qu'il y ait un candidat qui soit globalement, mais je pense que c'est surtout ça le grand enseignement. Vous ne pouvez pas passer 3 mois à vous taper dessus, et en tout cas pas à l'échelon d'une présidentielle. Je pense qu'on peut organiser le débat autrement, mais à un moment, je pense qu'il faut trouver une organisation en interne pour pouvoir désigner notre candidat. Bon, c'est vrai que la dernière primaire chez LR avait laissé des traces. François Fillon en était sorti vainqueur, puis derrière, il avait perdu notamment à cause des emplois de sa femme, emplois fictifs. Il y a une affaire un peu similaire qui vient de sortir ces derniers jours concernant Éric Ciotti, puisque le Canard enchaîné a publié un article pointant du doigt sa femme qui aurait cumulé plusieurs emplois dans l'environnement de son mari, en tant qu'attaché parlementaire, la mairie de Nice, au département en même temps. Est-ce que c'est une affaire qui pourrait avoir une influence là, à quelques jours du vote ? Non, pas du tout. Et je suis très à l'aise sur le sujet, puisque en fait, elle a cumulé des emplois, mais pas en même temps. Il y a une réécriture de l'histoire. En fait, vous avez le droit de dépasser les 35 heures, de dépasser les 39 heures. Vous n'avez pas le droit de dépasser les 44 heures. Et dans le cas, en l'occurrence, il s'agit effectivement d'avoir travaillé 5 heures par semaine, en plus de son travail actuel, rémunéré 500 € par mois. Donc, je vous laisse faire le calcul au coût horaire. Et c'est ça qui est reproché. Je pense que les campagnes électorales font remonter tout ce qui peut nuire dans les candidats. D'ailleurs, je crois qu'on n'en entend plus parler. Effectivement, elle travaillait 5 heures pour, à l'époque, son mari, dans un cadre légal. Alors, je suis d'accord que sur l'image, je pense que c'est plus du tout ce les gens peuvent avoir du mal à comprendre. On est d'accord, mais je le partage. Je n'ai pas embauché ni ma femme ni mes enfants comme attachés parlementaires. Déjà, ils n'en ont pas du tout envie. Mais c'est quelque chose qui, je pense, appartient à un temps. Voilà, je pense que c'est des choses qui ont pu se produire dans tous les partis politiques parce que personne, c'était partie courante. Je pense que c'est des choses qui ne passent plus. Donc, je suis tout à fait d'accord de dire que ça ne passe plus. Ce n'est pas illégal, mais c'est probablement politiquement incorrect. Et je pense que c'est des choses qui ne se font pas à l'heure où nous avons beaucoup de gens qui sont sur des niveaux de difficulté d'emploi, de pouvoir d'achat. Et je pense que là aussi, le monde a changé. Je pense qu'on ne peut pas sortir de la Covid, des changements climatiques, sans effectivement revoir les pratiques politiques qui se faisaient, comme se faisaient des pratiques dans l'industrie, comme se faisaient des pratiques dans beaucoup de milieux professionnels, politiques. Et ben, les choses changent. Donc là, on ressort quelque chose, je crois qu'il y a une dizaine d'années, qui était courant à l'époque, qui n'est plus acceptable actuellement, qui n'est pas illégal, mais qui n'est pas finalement honorable. Et je crois que Éric Ciotti est très clair sur ce sujet-là. Il n'a pas fait un mea culpa aussi clair que le vôtre, mais en tout cas, voilà votre position. Il y a une règle, Yannick Noder, dans cette émission, c'est que l'invité de la semaine précédente pose une question à l'invité du jour. On recevait Éric Piolle, le maire de Grenoble, dans la précédente émission. Donc, il vous pose une question, on l'écoute. Cher Yannick, c'est vrai qu'on se côtoie et on se connaît à la fois à l'hôpital et puis dans la vie politique. Je voudrais te poser une question, pas sur les repas de Laurent Wauquiez, je crois que nos relations sont de bien plus haut niveau que cela, mais sur le prochain CPER, le contrat de plan État-région, où la région semble déserter le territoire grenoblois. Je sais que tu as été un acteur de l'investissement à Grenoble en tant que vice-président. Maintenant, tu es député, mais je sais que tu as toujours une oreille et un poids à la région. Moi, je voudrais savoir ce que tu penses faire pour que l'égalité des territoires soit préservée dans les politiques du Conseil régional. Ma réponse à Éric Piolle est assez simple.
déjà, je pense que c'est surtout une réponse à apporter au président de la métropole. Alors, je ne sais pas s'il envisage d'être président de la métropole ou qui est le vrai président de la métropole. Peu importe. En tout cas, la réponse que je peux apporter, c'est que c'est à la demande de la métropole par un courrier envoyé à la région de décaler le délai pour pouvoir effectivement faire le fameux contrat de plan État-région, qui est quelque chose d'important puisque c'est plusieurs milliards d'euros au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un niveau particulièrement haut et sur lequel naturellement nous n'excluons personne, mais on peut effectivement s'interroger comment des territoires plus petits, plus petitement dotés en termes d'équipes administratives ou autres ont réussi à tenir les délais. Et puis pourquoi eh bien, la métropole de Grenoble ne l'a pas tenu. En tout cas, moi je veux rassurer Éric Piolle, je veux rassurer Éric Ferrari, lapsus, Christophe Ferrari, en disant la chose très claire, la région ne déserte aucun territoire. D'ailleurs, j'ai regardé finalement avant de venir les chiffres, parce que je ne les apprends pas par cœur, mais globalement depuis 2016 que nous sommes en responsabilité au niveau de la région, Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 800 millions d'euros qui sont tombés sur l'aire métropolitaine de Grenoble, ce qui n'est pas rien, et plus de 20 millions d'euros directement à la métropole Grenoble-Alpes. Donc, et pour ma délégation, qui était l'enseignement supérieur, la recherche, l'innovation, qui est un secteur où je sais que Christophe Ferrari est très attaché par ce secteur-là, en tant qu'universitaire lui-même, c'est près de 300 millions d'euros que nous avons mis autant au niveau des laboratoires de recherche qu'au niveau du CEA, qu'au niveau de l'université, qu'au niveau de l'INP, qu'au niveau du synchrotron, de tout ce qui fait la force de Grenoble, de sa presqu'île, de son université, et notamment les Nano 2022, plus de 53 millions sur ce qui fait maintenant la fierté grenobloise avec la filière de la microélectronique et qui fait la souveraineté européenne sur ces sujets. Donc je pense qu'au lieu de venir, entre guillemets, chipoter sur les dîners de la région, sur les dates de CPER, je pense que moi j'apprécierais qu'Éric Piolle sur ces sujets-là condamne avec autant de fermeté que nous le faisons tous les corpuscules d'extrême gauche qui finalement luttent contre l'attractivité grenobloise en faisant flamber des ponts, en faisant flamber des gendarmeries, en mettant finalement à sac et en jouant à une mauvaise image sur Grenoble, parce que je crois qu'on a des joyaux au niveau grenoblois en termes de recherche, d'innovation qui font une attractivité nationale, internationale. Et si tout le monde pouvait ramer dans le même sens, quelles que soient les opinions politiques, je pense que ça serait plutôt porteur pour Grenoble et sa région. Parce que ce qui est bon pour Grenoble est bon pour l'Isère, et ce qui est bon pour l'Isère est bon pour Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, en filigrane quand même de la question d'Éric Piolle, il y a les déclarations de Laurent Wauquiez avant l'été, au moment de l'affaire du Burkini, où il a clairement dit que la région ne soutiendrait plus aucun projet grenoblois. Ah mais... Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On reste naturellement là-dessus. Il y a une charte de laïcité que nous avons établie au niveau de la région. Et naturellement, que tout ça, il ne faut pas se tromper. Nous n'allons pas priver le contribuable grenoblois, en gros, de l'euro habitant par des décisions arbitraires. Mais attention, dans les projets qui nous seront soumis au contrat de plan État-région, il faut que effectivement la ville de Grenoble se mette bien en conformité, comme toutes les villes de la région Auvergne-Rhône-Alpes, sur cette charte de laïcité. Et je pense que nous ne pouvons pas effectivement participer à cette mise en place du Burkini qui est irrespectueux pour des milliers de jeunes femmes d'origine musulmane qui, elles, ne souhaitent pas se voiler. Et je pense que en voulant finalement prôner un certain libéralisme, et ben, au contraire, on enferme des milliers de jeunes filles à porter le voile. Et je pense que quand on voit ce qui se passe en Iran, je crois qu'au contraire, il faut encourager le développement et l'épanouissement de la femme et surtout de sa liberté. Vous le savez bien, Éric Piolle, il ne va pas la signer, cette charte de laïcité proposée par Laurent Wauquiez. Donc la situation va rester celle-là. La région ne financera plus les projets grenoblois. Mais je suis désolé, la règle s'applique à Éric Piolle et à Grenoble comme toutes les villes d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ne nous demandez pas de nous adapter aux choix idéologiques de la ville de Grenoble. Mais c'est une règle qui a été dictée en lien justement avec cette affaire du Burkini. Je pense que c'est une règle
qui dit qu'il faut Elle n'était pas savoir... dans son programme Il faut savoir dire stop. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, on ne peut pas en permanence. Là, on est quelque chose, on s'oppose. Pour moi, si vous voulez, c'est la laïcité, c'est la République qui recule quand effectivement on autorise le burkini. Et en tout cas, on ne s'y oppose pas. Je pense que ça peut être une revendication de vouloir burkini. Eh bien, dans les piscines municipales, on n'a pas à autoriser. C'est un recul de laïcité. Pour moi, ce n'est pas une valeur de progrès. C'est une valeur rétrograde qui rétrograde la femme. Ce n'est pas une mesure progressiste pour la femme que d'autoriser le burkini dans les piscines françaises municipales à Grenoble. Alors, Éric Piolle en fait allusion dans sa question, vous avez rebondi dessus, le dîner de Laurent Wauquiez qui a été épinglé dans la presse, 150 000 € de dépenses pour une petite centaine d'invités un peu triés sur le volet. La somme d'ailleurs n'a pas été contestée par la région. Vous l'évoquiez tout à l'heure, les Français ont des difficultés, ils peuvent avoir du mal à concevoir qu'un élu emploie sa femme sur 3 postes différents pour le cas d'Éric Ciotti, même si c'était il y a quelques années. Vous vous rendez compte que ça a dû choquer. Ça vous a choqué, vous d'ailleurs, quand cette info est sortie? Oui, bien sûr. Je reste naturellement... Ça veut dire, c'est pas sur un dîner. Je pense que sur la forme, l'image est pas bonne, bien sûr, parce qu'on travaille durement au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis 2016 pour justement la désendetter, pour justement permettre de pouvoir avoir des contrats de plan financiers importants. On a fait des plans importants pour rénover nos lycées, pour justement meilleure région de France, meilleure gestion, la région la mieux gérée de France. Et c'est vrai que pour une histoire de dîner, à l'échelon d'un budget de la région, c'est près de 4 milliards d'euros. On va effectivement tirer sur des dîners qui sont beaucoup trop chers, mais qui comprennent, on ne va pas rentrer dans les détails, mais qui comprennent une prestation de communication, d'organisation. Mais quoi qu'il en soit, qui est naturellement beaucoup trop cher par rapport à la souffrance du quotidien. Je pense que c'est mal intentionné, c'est toujours dans des phases politiques que ces sujets sortent. On pourrait en avoir d'autres sur la métropole en ce moment, mais j'aurais l'élégance de ne pas le faire parce que je pense qu'on ne peut pas résumer l'action politique depuis 7 ans à la tête de la 2e région de France, avec une région totalement désendettée qui investit plus de 1,4 milliard d'euros par an dans son économie, qui a remis une souveraineté sanitaire, une souveraineté économique, qui se bat sur tous les sujets. On l'a vu pendant la crise sanitaire, là on est en train de le voir sur l'énergie. On souhaite un bouclier énergétique pour nos entreprises, on souhaite un bouclier énergétique pour pouvoir pas perdre la compétitivité. On va mettre beaucoup de financement et on essaye finalement d'égratigner l'élu sur une dépense qui est probablement une bêtise. Après, je crois que tout le monde en fait et je pense que j'inviterai quand même les élus qui dénoncent ça à bien regarder devant chez eux, puisque je crois qu'il y a quelques sujets tant sur la ville de Grenoble que sur la métropole en ce moment. Bon, vous avez l'élégance de ne pas en parler. Moi, je suis moins élégant puisque j'avais évoqué ce sujet d'ailleurs avec Éric Piolle. J'avais fait réagir sur l'utilisation par le président Ferrari de sa voiture de fonction ou de service pour partir en week-end. Voilà, c'est une affaire qui n'a pas encore connu son dénouement. Je ne commenterai pas. Voilà, mais je ne vous demande pas de la commenter, parce que vous ne siégez pas à la métropole, même si j'imagine que vous avez votre avis là-dessus. Vous évoquiez les difficultés des Français, la crise énergétique. C'est effectivement compliqué pour beaucoup de monde. Vous avez déposé en octobre un amendement pour un bouclier tarifaire qui concerne le bois de chauffage. Alors c'est vrai que ce n'est pas l'énergie dont on parle le plus en ce moment. Non, mais c'est important. Merci de me poser cette question, parce qu'au moins on revient sur des choses. C'est pour le bois de chauffage. Les pellets. En fait, j'ai été alerté à juste titre par des collectifs d'habitants, de citoyens qui ont fait des choses qu'on aurait pu faire, que j'aurais pu faire, c'est-à-dire de changer sa chaudière et de mettre une chaudière au bois et plutôt au pellet. Hein, c'est des petits morceaux de bois, enfin, qui sont travaillés. Et en fait, ils se retrouvent avec quelque part globalement un coût qui était estimé à la tonne autour de 200-300 euros et qui se retrouve maintenant à 900 euros. Donc naturellement que c'est pas du tout la même chose. C'est x3. Et puis l'autre problème, c'est qu'on n'en trouve pas
Donc il y a la double peine, c'est-à-dire que c'est extrêmement cher et que quand bien même on en trouve, on n'en trouve pas, justement, pardon. Donc il y a quand même un sentiment qui correspond finalement à l'état d'esprit de ce gouvernement qui n'anticipe rien, qui se précipite à sortir du nucléaire, en sachant qu'on n'est tous finalement pas des pro-nucléaires, on ne se lève pas le matin en disant on est pro-nucléaire, mais avant de supprimer le nucléaire et de favoriser le mix énergétique, on est tous favorables à une énergie renouvelable. Hein. Je le redis quand même, surtout particulièrement ici à Grenoble, ne laissons pas quand même la volonté de penser qu'il n'y a que les écologistes qui sont pour l'écologie et qui sont pour la planète. Par contre, on est probablement pour, mais on n'a pas les mêmes moyens pour y arriver. Moi, je crois à l'innovation, je crois à de nouvelles méthodes pour consommer, pour travailler, et je ne suis contre l'écologie punitive. Donc, pour revenir à nos pelés de bois, je pense qu'on ne peut pas, c'est la politique de l'État, en fait, ne pas s'assurer que quand en fait, on met des mesures incitatives en place pour l'achat notamment de chaudières, pour transformer son mode de chauffage, ou pour la plupart des habitants, c'est devenu le seul mode de chauffage. Donc s'ils ne trouvent pas de pelés de bois, ils ne vont pas pouvoir en mettre. Quand bien même ils auraient pu se le payer. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre des radiateurs d'un point électrique qui vont leur coûter extrêmement cher et qui ne vont certainement pas contribuer au mix énergétique auquel on s'attendait. Donc c'est des politiques mal ficelées, c'est-à-dire qu'on va trop vite et que j'aurai l'occasion de le dire, notamment sur les voitures électriques. Moi, je suis pour les voitures électriques, mais regardons juste. Comment? Parce que si ces voitures électriques se rechargent avec de l'électricité qui a été produite par des centrales à charbon, eh bien, il vaut peut-être mieux une voiture diesel ou hybride ou essence que peut-être une voiture électrique qui donnerait bonne conscience, mais qui finalement, en termes de bilan carbone, ne serait pas plus efficace. Donc, attention un peu à cette écologie spectacle. Donc, on semble particulièrement fort sur Grenoble et restons plutôt. On a la chance quand même à Grenoble d'avoir des filières de recherche importantes comme l'hydrogène. Moi, je crois beaucoup à la filière d'hydrogène puisque, en fait, ça donne, la combustion d'hydrogène, notamment pour les véhicules électriques, donne de la vapeur d'eau. Donc, je pense qu'on peut boire la vapeur d'eau qui sort du pot d'échappement. C'est une image forte. En tout cas, c'est le cas. Donc, je pense qu'il vaut mieux envisager d'investir la recherche, l'innovation, que d'être dans des mesures complètement punitives. Alors, vous l'avez dit, vous êtes favorable, comme beaucoup de monde, au développement de l'énergie et de la production d'énergie renouvelable. Sur votre territoire, à la limite entre Roibon et Saint-Antoine-l'Abbaye, il y a un projet d'installation de 11 éoliennes qui traîne depuis plus de 8 ans. Pourtant, le permis de construire a été validé par la préfecture, mais il y a une opposition d'habitants qui ralentit le projet. Pour vous, c'est un projet qui doit se faire ? Alors déjà, des projets qui traînent sur le secteur de Roibon, ça ne vous a pas échappé que... Il y a déjà eu des précédents. Voilà, je ne vais pas faire d'allusion davantage. Mais justement, je voulais faire un parallèle, puisque le projet que vous évoquez, c'est celui du Center Park, qui a traîné pendant 15 ans, qui avait été validé aussi par certaines autorités. Et puis face à une mobilisation assez radicale d'une très minoritaire d'habitants ou de personnes... De zadistes, appelons les bons mots. Comme ça, effectivement, une ZAD qui a duré pendant des années. Le projet a finalement été abandonné. Là, on n'en est pas encore là, mais ça ressemble en tout cas par certains aspects un peu à ce qui s'est passé pour le Center Park. Alors moi, je crois que c'est un territoire que je connais bien. J'en ai été le président jusqu'au mois d'août. On peut faire de l'énergie, du mix énergétique sur des territoires comme les nôtres. On le fait et on va encore le faire. J'ai fait un parc solaire avec du photovoltaïque de plus de 11 hectares qui produit globalement l'équivalent d'une ville de 5000 habitants en électricité, sans prendre du terrain agricole. Ça, c'est quelque chose aussi d'important. Laissons le terrain agricole pour nourrir, parce que le jour où on a déjà de moins en moins de souveraineté dans ce pays, qu'elle soit sanitaire, qu'elle soit économique, qu'elle soit énergétique, essayons de préserver la souveraineté alimentaire de la France, et ça sera un combat important. Donc, j'ai fait un parc photovoltaïque, une ferme solaire. L'éolien pose un sujet quand même, c'est que je pense qu'il faut absolument qu'il y ait l'accord des maires dans ces sujets-là. Parce que vous pouvez très bien avoir donné un avis favorable en tant qu'élu local sur un éolien, sur un parc éolien, sur une éolienne, mais si elle se retrouve à 7 km
de votre territoire et que tout l'impact est porté par la commune voisine. C'est pour ça que la position que je vais décliner est celle qu'on a retenue au niveau régional. Quand les élus locaux sont contre le parc éolien, naturellement, on est contre. Et je crois savoir que sur ces sujets-là, les élus locaux ne sont pas unanimes sur ce sujet-là. Donc, réfléchissons-y à deux fois. On peut faire du mix énergétique, on peut faire du développement énergétique, mais attention de ne pas saccager non plus nos paysages. On a des sites classés avec l'ABI. Je laisse les élus de ce territoire en décider, mais je dirais que quand il n'y a pas l'unanimité des élus sur un territoire, sur un sujet comme ça, il faut être prudent. Très bien. Réponse mesurée de Yannick Noder sur ces sujets qui peuvent effectivement parfois être épineux. On en avait parlé rapidement là, sur l'ancienne friche Center Park. Vous aviez l'an dernier lancé une concertation avec la population. Ça a avancé ou c'est encore en cours ? Alors, on n'avait pas lancé une concertation avec la population. J'avais lancé... Un appel à projet ? Non, j'avais lancé une grande réunion où, pour la première fois depuis 15 ans, on mettait autour de la table les anti-Center Park, les pro-Center Park, pour essayer de voir si, sur ce sujet-là, on peut, 15 ans plus tard, sur 200 hectares, puisque je rappelle que l'assise foncière est de 200 hectares, que la collectivité que je présidais, comme la commune de Roibon, nous avons fait le choix d'acheter ces terrains pour justement pouvoir en privilégier l'avenir, avec des aides du département et de la région, pour être très clair. Donc, c'est de voir comment, face à 15 ans de procédure, on peut envisager quelque chose sur ces 200 hectares qui sont, je l'ai déjà dit, pas un Center Park bis, mais qui puissent contribuer à l'attractivité, au rayonnement du territoire, mais qui puissent être complètement dans une démarche environnementale. Par contre, je le redis aussi, il s'agit que ces 200 hectares restent aussi partagés pour tout le monde. Et dans le tout le monde, je mets les pêcheurs, je mets les chasseurs, je mets les vététistes, je mets les randonnées, je mets les promeneurs. Il faut qu'on retrouve ces équilibres entre tout le monde. Et pour moi, je reste confiant. Je ne vois pas pourquoi. Alors, ce n'est pas des choses qui vont se faire immédiatement, mais je pense que je serais en tout cas très favorable de conduire de nouveau ces discussions et ce groupe de travail, puisque maintenant j'en suis le député, pour pouvoir faire en sorte que par cette situation qui a été, vous l'avez dit, fortement conflictuelle, eh bien, quelle que soit l'opinion politique, eh bien, on arrive à travailler ensemble sur un projet. Et je pense que ça serait ça la vraie force du territoire. Petite question subsidiaire, on repart à l'Assemblée nationale. Cette semaine, un des débats tournait autour de l'interdiction de la corrida en France. Je sais que vous aimez beaucoup les animaux, vous avez des chiens oui. notamment chez vous. Il va falloir voter, les députés vont devoir se prononcer sur la question. C'est assez transpartisan. Vous voterez pour ou contre cette proposition d'interdiction de la corrida en France ? Alors, avant de vous donner ma réponse, et je vous la donnerai parce que je n'aime pas me substituer sur ces sujets-là, je dis que ça dépend comment on amène le sujet, mais si on l'amène comme vous l'avez amené sur, en fait, j'aime les animaux, donc sous-entendu, donc je suis contre la maltraitance animale, je vous confirme que je suis contre, il faut faire attention, je pense qu'il y a beaucoup d'autres sujets sur lesquels la maltraitance animale est beaucoup plus exposée. Après, moi, je voterai pas pour la corrida, c'est-à-dire que je ne vois pas, je comprends tout l'aspect historique, l'aspect culturel de la corrida, et je pense qu'on peut faire le spectacle de la corrida, mais pas la mise à mort. Je ne vois pas pourquoi en 2022, on est obligé de tuer un taureau au bout d'une heure et demie. Voilà. Donc, je ne suis pas favorable à la corrida, je n'y suis jamais allé, je n'y ai jamais emmené mes enfants. C'est pas mon truc. Je peux entendre que pour certains, du fait de leur culture, de leur région, ça soit quelque chose très fort. Mais on peut trouver là aussi un compromis. Je ne vois pas ce qui va gâcher, améliorer le spectacle, que le taureau meure ou pas. Et je pense que pour les 5000 taureaux, on parle de 5000 taureaux, je ne vois pas l'intérêt de tuer ces 5000 bêtes.
Bon, ça a été le cas d'ailleurs avec le cirque, puisque les animaux sont de plus en plus interdits dans les cirques. Ça n'empêche pas les cirques de continuer à attirer du public. Vous serez d'ailleurs dans le jury du Festival international du cirque de Grenoble du 1er au 4 décembre. Et il n'y a pas d'animaux dans ce festival. J'y serai le 3 pour être totalement précis. Bon, très bien. Le festival dure 4 jours, mais vous assisterez à ces spectacles qui attirent toujours beaucoup le prix de la région Auvergne-Rhône-Alpes puisque nous soutenons le cirque international. Dernier exercice, Yannick Neuder. La question à notre prochain invité sera Sylvain Laval, qui est vice-président à la métropole, qui est en charge des déplacements, président du SMAG, le syndicat qui chapeaute l'ensemble tous les déplacements sur la grande agglomération grenobloise, puis ça englobe aussi le Voironnais et le Grésivaudan. Je vous laisse le regarder derrière la caméra et lui poser une question. Alors bonjour Monsieur Laval, cher président, cher Sylvain. Ma question sera finalement conforme au sujet que je viens d'évoquer pendant cette émission. On parle beaucoup de ZFE. J'entends qu'il faut améliorer la qualité de l'air. En tant que médecin, je connais les répercussions de la qualité de l'air sur la santé. Une mort prématurée tous les 3 jours au niveau de l'agglomération, de la métropole. Cependant, attention quand même de ne pas tomber dans une écologie punitive et laissons peut-être le temps au temps. Je m'explique, sur mes territoires, la Bièvre, mais beaucoup d'autres, beaucoup de gens n'ont pas d'autre moyen que de venir à Grenoble avec leurs véhicules. Je pense notamment aux entreprises, aux petites TPE, aux artisans. Et puis un secteur que je connais bien, les patients qui ont parfois besoin d'un recours. Je pense notamment aux patients âgés qui sont encore en forme pour pouvoir venir en consultation et qui ont parfois des véhicules qui leur permettent de faire leur quotidien localement, mais qui ne leur permettront plus de venir à avoir un accès aux soins, la réalisation d'un examen, d'une intervention par leurs propres moyens. Et je trouve qu'attention, la mesure est bonne. Je pense qu'il faut envisager toutes ces mesures, mais il faut pouvoir laisser du temps au temps pour adapter le mécanisme. Sinon, on va se retrouver vers quelque chose d'extrêmement brutal. Finalement, on va rejeter des métropoles toutes les personnes qui ne pourront pas avoir quelque part des véhicules propres, dont une grande partie véhicules électriques. Et les véhicules électriques ont un certain coût. Donc je me demande si finalement cette mesure ne va pas être aussi antisociale, puisqu'elle va être écologiquement intéressante, puisqu'on refoule les microparticules, mais aussi on refoule les gens qui ont un faible pouvoir d'achat, parce que pour pouvoir s'acheter un véhicule électrique, ça coûte particulièrement cher. Et on a des problématiques de pouvoir d'achat, que ça soit pour les personnes âgées avec le faible niveau de retraite, que ça soit les personnes en activité professionnelle. Et attention, je pense que la mesure est bonne, mais il faut savoir l'adapter dans le temps pour ne pas transformer cette mesure en mesure repoussoire, où finalement les gens qui n'ont pas le pouvoir d'achat de pouvoir s'acheter un nouveau véhicule sont exclus des métropoles. Ce n'est pas typique à Grenoble, et je pense que une des fractures de notre pays, j'enclenche au-delà de la question que je pose à Sylvain Laval, c'est finalement cette fracture entre les zones métropolitaines et le reste des territoires. Et attention que finalement on ne repousse pas par toutes ces mesures finalement les moins riches, les plus pauvres, ceux qui ont le plus de difficultés de pouvoir d'achat dans les territoires périphériques, ou dans ces territoires périphériques, leur voiture diesel, ils en ont bien besoin, parce que sans cette voiture diesel, vous pouvez aller ni faire des courses, ni aller travailler, parce que malheureusement, nous n'avons pas de tramway. Merci Yannick Neuder. Le QG politique, c'est le vendredi à 21h15, samedi 13h, dimanche 19h. Et Sylvain Laval vous répondra dans la prochaine émission qui sera diffusée le premier week-end de décembre, en même temps que le Festival du cirque de Grenoble.